Le Real Madrid s'est imposé lors de la 11e journée de la Liga. Les Merengues qui continuent leur sans faute, ou presque, en Liga avec 10 victoires et un match nul. Toujours invaincu, une victoire 3-1 ce soir avec des buts de Luka Modric, de Lucas Vazquez et de Fede Valverde avec une fois de plus un bombasso. Bonjour à tous, bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Le Real vient de s'imposer face à Séville, un match qui ressemblait encore une fois à un match piège. On a bien cru pendant un temps qu'il serait piégeux ce match. Rota, comment ça va? Écoute, après une énième victoire, évidemment, ça ne peut qu'aller. Ton ressenti à chaud, Rota? Très content une nouvelle fois de cette victoire à domicile avec des buts. On a vu un Real capable d'ouvrir le score, de faire du jeu encore une fois. Il y a eu un peu plus d'erreurs qu'à l'accoutumée, mais un Real Madrid qui est capable aussi d'avoir du caractère, même si on n'en doutait pas, et d'aller chercher ce match qui semblait, comme tu l'as dit, assez piégeux. Un Real qui encore une fois a démarré bien cette rencontre avec un but rapide. Dès la 6e minute de jeu, Vinicius qui récupère, qui fait absolument tout et qui sert Luka Modric dans des conditions parfaites, qui va ouvrir le score. Derrière, on a un Real qui entre dans une phase de gestion. On a deux occasions avant la pause pour mettre le 2-0. On le fait pas. Retour des vestiaires en deuxième période. On est encore une fois dans cette phase de gestion du Real Madrid. On se fait surprendre à la 55e minute de jeu sur un but de Lamela. Derrière, on a 10 minutes où on se fait secouer. Ils ont deux occasions pour mettre le 2-1. Le Real Madrid reste dans ce match. Les deux occasions sont manquées. Et puis derrière, on a Ancelotti qui va opérer des changements dont on va reparler, mais qui seront payants puisque le Real Madrid va mettre un dernier coup d'accélérateur dans les 15-20 dernières minutes et qui va faire la différence avec deux buts coup sur coup. Lucas Vazquez sur une contre-attaque éclair et parfaitement menée par le Real Madrid. Et puis Fede Valverde qui va encore nous mettre une frappe lunaire qui va transpercer les filets. Donc une victoire encore une fois pas tranquille, mais un Real Madrid encore une fois surpuissant en retard. Ouais, un Real Madrid surpuissant, tranquille, non. Je parlerai pas de gestion personnellement. J'ai trouvé le Real assez apathique à partir du moment où il a ouvert le score et qui s'en Mhm. remettait un peu plus à ses qualités individuelles que collectives. Même si c'est vrai, à partir du moment où Séville a égalisé et puis après ces 10 minutes de flottement, comme tu l'as très bien dicté, on a vu un Real qui avait un peu plus d'envie, un peu plus de niaque et qui faisait un peu plus de jeu, un peu plus circuler le ballon. Et j'ai trouvé encore une fois, comme c'est le cas dernièrement, que ce Real-là avait une force collective, en tous les cas dans le jeu, une capacité de pénétration, notamment dans l'axe, quelque chose qu'on a très très rarement vu ces dernières années, assez incroyable. Donc oui, un Real à réaction, mais j'espère que ça se rééditera pas trop souvent non plus, parce que forcément là c'est un petit Séville auquel on a eu affaire, mais c'est vrai que ça pour être un peu plus compliqué dans des matchs où l'adversaire tient un peu plus tête et parvient notamment à prendre l'avantage. Ouais. Et des remplaçants, d'abord, on peut dire quand même que c'est un Real Madrid à très bonne, à forte capacité de réaction. Ça, on peut quand même le noter une fois de plus. C'est-à-dire qu'on sent que, on l'avait dit déjà par exemple sur le Barça, on sentait que dès qu'on accélérait, on était capable d'aller marquer. Là, encore une fois, c'est vrai, comme tu dis, c'est vrai qu'on avait un Real en contrôle, apathique, je sais pas trop. Toujours est-il que, voilà, sur les 15-20 dernières minutes, quand Ancelotti met du sang frais sur le terrain, que ça commence à accélérer, voilà, une contre-attaque et puis, bim. Ouais, c'est ça. Et ce qui fait la force de ce Real-là, c'est aussi son banc. Forcément, c'est le cas aujourd'hui, mais c'est le cas depuis plusieurs matchs. On a cette fraîcheur qui permet au Real de retrouver un collectif, un jeu huilé, et qui lui permet de se créer des occasions. Et on l'a vu aujourd'hui, forcément, les entrées de Lucas Vazquez et notamment celles de Marco Asensio sont forcément payantes, puisque l'un est à la passe décisive sur le but de Valverde et c'est lui qui construit le deuxième but et puis l'autre est à la finition, Lucas Vazquez sur le deuxième. Donc forcément, ouais, on a un Real Madrid qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de puissance, mais pas que sur ses 11 de départ. Et c'est ça, je trouve, la très bonne note. Et c'est la très bonne note qui dure depuis ce début de saison. Il faut quand même rappeler qu'on a concédé que deux nuls cette saison pour faire le plein de victoires. C'est incroyable, tant on sait que les mois de septembre et les mois d'octobre étaient ultra chargés avant la Coupe du Monde. Donc forcément, on est sur un début de saison pratiquement parfait. Ça me permet de faire la transition avec les top et flop. Mais est-ce que le MVP de ce match, c'est pas Carlo Ancelotti?
Ouais, je pense que là, pour le coup, on peut le mettre. Moi, je trouve que sa gestion, et on en a déjà parlé sur d'autres matchs, sa gestion depuis le début de saison, là où l'an passé, j'étais assez mécontent de ses choix et de ses choix tardifs. Là, je peux que vanter ses mérites. Il y a toujours des choix qu'on ne ferait pas, mais finalement, tous ces choix sont payants. Le turnover qu'il opère est très très bon, peut-être mis à part Eden Hazard, mais je pense que aujourd'hui tout justifie ses choix concernant le Belge. Donc en tous les cas, le Real Madrid, vu la saison qu'il fait et vu le match encore d'aujourd'hui, forcément la réaction, c'est les joueurs, mais c'est aussi les choix de l'entraîneur. Et c'est vrai que le MVP, parce que en plus sur le terrain, il n'y a pas un joueur que je sortirais plus du lot aujourd'hui. Il y a eu du bon et du moins bon chez à peu près tout le monde, même si par exemple Vinicius est à 2 passes décisives encore. Je trouve qu'il y a eu du bon et du moins bon, même si chez ce joueur-là. Donc MVP Carlo Ancelotti, ouais, ça me semble super juste. Je pense, ouais. Et du coup, au niveau des perfs, est-ce que quand même tu as envie de souligner enfin, un ou deux, trois joueurs, quoi? Alors, on tape souvent sur lui. Moi, un petit peu moins, mais j'ai vraiment apprécié l'activité de Mendy. Je trouvais que là, il se projetait un peu plus. J'ai trouvé qu'il avait un peu plus d'engagement physique et surtout défensivement, ça a été un rock. Et encore une fois, c'est très très important. Donc ouais, j'ai bien aimé la performance de Mendy. Est-ce que Je pense aussi. est-ce que ça justifie pas justement un peu les critiques habituelles à son égard? Parce que tu l'as dit, et je suis d'accord avec toi, là on l'a vu peut-être trois, quatre fois dans le match, prendre le ballon, le pousser sur 3-4 mètres, accélérer. C'est un joueur qui est rapide, qui est extrêmement puissant, donc l'attaquant il peut pas s'opposer. C'est dommage qu'il le fait pas plus souvent, justement. Moi, je l'ai dit, je pense qu'il y a aussi une certaine forme de consigne. Parce que devant lui, il a un joueur qui lui provoque déjà énormément, qui lui va trouver des brèches et qui lui va recevoir des ballons en profondeur dans le dos des défenses. Est-ce qu'on a réellement besoin que Mendy le colle comme le faisait un Marcelo? Pas forcément. Parce que défensivement, on a cet équilibre qui nous permet aussi de concéder un minimum d'occasions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses tactiques qu'on ignore également dans le système d'Ancelotti. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui justifie le fait qu'il ne soit pas très percutant. Il pourrait l'être plus, ça c'est certain. Et comme tu l'as dit, il a de la puissance, il a cette vitesse incroyable, donc il pourrait certainement faire mieux. Mais en tous les cas, moi, tant que défensivement il est à ce niveau et puis qu'il est capable sur certains matchs de pourquoi pas montrer un peu de puissance, ça me va globalement sur une saison complète. Ok. Et autre perf? J'ai beaucoup aimé Modric encore. Je trouve qu'il a eu beaucoup d'activités, même s'il y a eu, c'était un peu un match en dents de scie, même pour Kroos, mais il y a quand même très très peu de déchets encore de la part des deux hommes. Donc oui, je pense que je mettrai aussi Modric. Et comme je l'ai dit, Vinicius parce qu'il fait 2 passes décisives, même s'il y a quand même pas mal de choses que j'ai pas aimé, notamment le but de Séville. Il perd la balle et il s'arrête. C'est des choses qu'il fait pas habituellement, mais je pense que là encore une fois, comme face à Elche, je pense qu'il y a ce coup de mou, il y a ce coup de pompe où faire les efforts, ça devient aussi compliqué pour lui. Et puis j'ai envie de souligner évidemment l'entrée de Marco Asensio, encore une fois décisif. On se répète le concernant, c'est vrai, il peut être énervant, il peut nous agacer dans son rôle d'ailier, mais par contre, quand il est un peu plus réaxé, un peu plus dans le cœur du jeu et qu'il a un peu plus de matière à faire parler son jeu de passe et sa vista, ah bah voilà, ça donne un Asensio des grands soirs. Ouais, d'accord avec toi hein, sur Vinicius. Match, encore une fois, on le sent qu'il est pas en pleine possession de ses moyens. On le sent pas totalement à 100%. Alors, finalement, c'est exactement un peu ce que je disais ce matin dans ma revue, à savoir que bah, on serait tenté, oui, de se dire, bah allez, on va le ménager. Bon là, avec l'absence de Karim Benzema, c'était non, mais si Benzema avait été là, le ménager, pourquoi pas. Mais en même temps, on se dit toujours, mais Vinicius, c'est un joueur aujourd'hui en 2020, en 2022. Vinicius, c'est ce genre de joueur qui fait basculer une partie sur une action, et donc c'est difficile, vraiment difficile aujourd'hui de l'enlever du 11 de départ. Ce soir, c'est encore une parfaite illustration de ça. C'est un joueur, certes qu'on a parfois envie de ménager, mais même quand il n'est pas à 100%, bah, sur une action, sur deux actions, il te fait la différence, il te fait gagner le match comme ce soir. En tout cas, il y contribue. Euh, C'est clair. voilà. Autre point positif que tu veux noter? Non, je pense que j'ai fait le tour. La force, la capacité de réaction, la force de caractère. Le banc. Encore une fois, les matchs s'enchaînent. On a parlé également du banc qui apporte énormément, les choix d'Ancelotti. Non, je pense avoir fait le tour. Il y a aussi eu des moins bonnes choses dans ce match-là. Mais Comme encore quoi? une fois, je pense que l'enchaînement de matchs. Bah, moi, j'ai trouvé que le Real Madrid, après son but, s'est relâché, a fait le strict minimum et a laissé Séville
pouvoir revenir dans la rencontre, alors qu'en première mi-temps, ils ont pas une frappe, ils ont une seule frappe cadrée et ils sont pas dangereux du tout. Donc, les remettre dans ce match, et puis on le voit, le but de Lucas Vazquez intervient à la 79e minute de jeu. On aurait pu lâcher 2 points bêtement par, entre guillemets, une inactivité qui a duré plus d'une demi-heure. Je trouve ça un petit peu dommage, mais encore une fois, je vais le mettre sur le coup de la fatigue. Je pense que c'est aussi très très difficile d'enchaîner tous les 3 jours et ça fait 3 semaines que ça dure sur des matchs à haute intensité comme ça. Donc forcément, c'est assez normal. Et quand on voit que les individualités et le collectif et les choix de l'entraîneur arrivent à se mêler pour renverser une rencontre et en 2 minutes faire le break, voilà, on peut pas non plus les blâmer. Je trouve qu'il y a un joueur qui illustre assez bien le coup de mot physique qu'a eu le Real Madrid, surtout sur le début de deuxième période. C'est Aurélien Tchouaméni, que je trouve très bon, franchement, sur la première période. Après, je dirais peut-être qu'il y a un tournant aussi pour lui dans ce match. C'est ce moment où il fait cette grosse faute à l'entrée de la surface, qui prend le jaune orangé, sincèrement. C'est rouge, ouais, c'est rouge, c'est clairement rouge. Je pense qu'il y en a qui peuvent mettre le rouge là-dessus. Ouais. En Ligue 1, je pense qu'il prend rouge, par exemple. Euh, Derrière, c'est vrai qu'il fait plus les matchs. D'ailleurs, bon, après, il peut plus défendre pareil non plus. Et d'ailleurs, ça me fait penser au fait que sur les dernières vidéos, on a pas mal parlé de sa capacité à bien jouer avec le ballon, tout ça, que c'est une plus-value sur ce point-là par rapport à Casemiro. Certains pensent d'ailleurs qu'on veut descendre Casemiro, mais c'est pas du tout le cas. Par exemple, là, du coup, pour aller dans le sens inverse, Casemiro, lui, avait beaucoup plus cette capacité à, à jouer de la même manière avec un carton. Là, on voit bien, par exemple, sur ce match-là, que Tchouaméni, dès qu'il a un carton jaune, c'est un peu plus compliqué. Il a un peu plus peur de mettre le pied, il défend plus pareil. Ouais, après, je pense qu'il y a aussi l'expérience. Casemiro, c'était l'expérience. Et puis, il a quand même une manière de jouer qui était assez différente. C'était beaucoup de puissance. Mais il y avait ce côté expérience à mettre son corps en avant. Il y a aussi ces années d'expérience qui font que les arbitres le connaissent. Et forcément, il y avait aussi un peu plus d'indulgence le concernant. On va pas se mentir. Aurélien Tchouaméni, il est tout nouveau. Il fait une grossière faute. En début de seconde période et surtout, il le sait. S'il fait la moindre faute derrière, Il le prend. là c'est rouge parce que son rouge, il est pratiquement mérité dès la première faute. Donc oui, sur ce genre de match, je suis d'accord avec toi. C'était un peu plus compliqué pour lui, mais parce que ce carton jaune est pratiquement un rouge et donc ça change totalement son match. Au niveau des enseignements de ce match, est-ce que c'est pas le fait que, quand même, Karim Benzema est indispensable ou est-ce qu'il manque pas tout simplement aussi un point d'appui? Et là, je prends par exemple, je vais parler un petit peu de Rodrigo, qui a pas été catastrophique. Il a fait deux, trois choses, pardon, sympas, comme sur cette contre-attaque qui mène au 2-1 où il joue parfaitement dos au but, il se retourne, il fait la bonne passe et derrière ça donne l'action que l'on connaît. Mais on sent quand même qu'il est bien meilleur quand il a un point d'appui parce qu'on le voit, on l'a vu deux, trois fois où il prend le ballon, il accélère, il gagne 4-5 mètres, sauf que derrière, il n'y a plus personne devant lui, il se retrouve face à un bloc de 4 défenseurs et puis bah là, il est obligé de revenir vers l'arrière, donc il annule un peu son action. Ouais, clairement. Moi, j'adore Rodrigo. Je suis un peu comme toi, surtout le Rodrigo de cette saison. Je pense que c'est un joueur ultra important dans un effectif. Il peut faire partie du 11. Il peut être un 12e homme incroyablissime. Il est ultra polyvalent. Il peut jouer à gauche. Il peut jouer à droite. Il peut jouer en électron libre. Il peut jouer en faux neuf. Il peut jouer en 10. C'est un joueur qui a énormément de qualité. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, il fait de très bonnes choses, d'autres choses un petit peu moins bonnes. Mais c'est clair. Je le vois souvent passer, que ce soit sous nos vidéos, sur Twitter, des gens qui pensent que c'est la relève de Karim Benzema. Non, détrompez-vous. Si le Real mise simplement sur Rodrigo en tant que numéro 9, on court à notre perte, ça c'est sûr. Pas parce que le joueur n'est pas bon, mais parce que le joueur ne fera jamais les années qu'a fait Benzema. Il n'a pas les mêmes capacités, il n'a pas le même rôle. Rodrigo, comme tu l'as dit, s'il a un point d'appui avec lui, ça peut être un joueur extraordinaire, c'est un joueur extraordinaire, c'est un joueur efficace, c'est un joueur qui a des statistiques, mais forcément, il est encore meilleur quand il a un Karim Benzema à ses côtés, et c'est la même chose pour Vinicius. En revanche, pour conclure, il y a une chose qui ne change pas. Karim Benzema ou pas Karim Benzema, ce soir, le Real, c'est 6 frappes cadrées, 3 buts. Ouais, on a un Real très très efficace, Dernièrement, pourvu. dernièrement, je sais pas quel est le Ouais. pourcentage exact de réussite, mais on doit être quand même vraiment pas mal. Ouais, et puis on a un Fede Valverde qui doit mettre 2 frappes sur 5 en lucarne, donc forcément ça Ça aide, ça contribue aussi à ça cette gonfle à les cette stats. statistique, ouais. Mais ouais, on a un Real Madrid très très efficace. Alors attention, ça sera pas le cas toute l'année, donc il faudra se créer encore d'autres occasions. Mais je suis pas inquiet parce que je trouve que le Real a se crée des situations même quand ça n'aboutit pas sur une frappe. Je trouve qu'il y a une variété dans les offensives madrilènes
que ce soit sur la contre-attaque, sur les attaques placées, sur de la verticalité, sur le jeu en profondeur, que ce soit axial, que ce soit sur des phases de centre. Je trouve que ce Real-là a énormément de recours et je le trouve très très puissant. Encore une fois, pourvu que ça dure. Ouais, voilà. Voilà un peu, je pense, ce qu'on pouvait dire autour de ce match. La série se poursuit. Là, on va passer sur un match de Ligue des Champions où, à mon avis, ça va faire bien tourner pour ceux qui en ont le besoin. Je pense à des Valverde, à des Vinicius, sans doute à des Toni Kroos qui vont avoir besoin de souffler. Mais en tout cas, là, on continue à mettre la pression une fois de plus sur le Barça qui jouera contre l'Athletic demain. Donc, match encore compliqué pour les Catalans. Bref, merci Rota, merci à tous pour avoir suivi Merci cette Tom. vidéo. Merci à tous pour votre fidélité comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Faites-nous part de vos tops et flops sur cette rencontre. Sur ce, passez une bonne soirée, prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à demain pour la revue de presse. Allez, ciao.